C'est la plus terrible tragédie migratoire dans la Manche. Au moins 27 morts. L'embarcation partie de Dunkerque a fait naufrage au large de Calais. Parmi les victimes, 5 femmes et une fillette. 4 passeurs suspects ont été arrêtés dans la soirée. Aux États-Unis, le verdict du procès très médiatisé d'Ahmaud Arbery est tombé à l'unanimité des 12 jurés, dont un homme noir. Les 3 suspects blancs ont été reconnus coupables du meurtre du jogger afro-américain. Et en Allemagne, l'ère Merkel est en train de se terminer. C'est bientôt au tour d'Olaf Scholz de devenir chancelier. Il a réussi à former une coalition large avec les libéraux et les Verts. Premier chantier de cette formation, ce sera la crise sanitaire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 24. Je vous le disais en titre, le chiffre fait froid dans le dos. Au moins 27 corps de migrants ont été sortis de la Manche au large de Calais. Leur embarcation a fait naufrage. Parmi les victimes, 5 femmes et une fillette. Une personne est toujours portée disparue. 2 autres ont été secourus, mais leur pronostic vital est engagé. Voilà pour le bilan. Sur place, à Calais, c'est la désolation. Regardez. Sur le port de Calais, un dispositif exceptionnel de sauvetage, forces de l'ordre et secours mobilisés en vain. Le naufrage est le plus meurtrier de l'histoire dans la Manche. Aujourd'hui, c'est un drame humain auquel j'assiste et voilà, je pensais avoir vu beaucoup de choses en matière de difficultés migratoires et non. Les secours ont transporté le corps des victimes et conduit les blessés à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place dans la soirée. Les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains. Au même moment, de nombreux Calaisiens et membres d'associations se sont réunis sur le port. 30 personnes d'un coup, c'est jamais arrivé en fait, c'est horrible, c'est horrible. C'est-à-dire qu'en entendant ça, je me dis, c'est peut-être des gens que j'ai croisés dans la rue hier parce qu'ils traversent la ville. On ne les connaît pas, mais voilà, 30 personnes sur une embarcation, c'est énorme. Pour le moment, 4 passeurs suspectés d'avoir organisé le voyage des migrants vers l'Angleterre ont été interpellés par les forces de l'ordre. Et ce drame n'est malheureusement pas le premier. 31 500 migrants ont quitté la France par la Manche depuis le début de l'année à bord de petites embarcations. Et les tentatives de traversée ont doublé ces 3 derniers mois. Écoutez Pierre Henry, le président de l'association France Fraternité. Il était sur notre antenne un peu plus tôt et il pointe du doigt directement les autorités britanniques. C'est une tragédie annoncée. Nous savions tous que ce drame pouvait arriver. Évidemment que la Manche est dangereuse et que le passage est dangereux. Les 17 kilomètres qui séparent la France de l'Angleterre sont extrêmement dangereux. Et cette fois, le drame ne se passe pas à des milliers de kilomètres de Paris. C'est pas au large de Zarzis, c'est pas au large de la Tunisie, de la Libye, c'est pas dans la mer Égée, au large de la Turquie. Non, c'est à 250 kilomètres de Paris. C'est à 50 kilomètres de Londres. Et cela doit nous interpeller. La politique qui est menée aujourd'hui par la Grande-Bretagne est une politique honteuse et une politique d'une grande hypocrisie. Pourquoi ? Parce que depuis le début de l'année, vous avez près de 30 000 passages, tentatives de passage. Et sur ces 30 000, il y a environ 15 000 personnes qui sont passées de nationalité érythréenne, somalienne, afghane, etc. Et vous savez quoi ? Eh bien, ces personnes ont déposé l'asile en Grande-Bretagne. Et pour plus de la moitié d'entre eux ont obtenu cet asile. Et donc, ce qui me fait dire qu'il faut changer de braquet, vous savez, le premier traité sur l'immigration entre la France et la Grande-Bretagne date de 1986, le traité de Canterbury. Et ensuite, il y a eu d'autres traités, et le traité du Touquet notamment. Et en réalité, la Grande-Bretagne a externalisé sa politique migratoire sur le sol français. Et je pense que la France ne peut pas continuer comme ça à être le sous-traitant de la Grande-Bretagne. Il faut
avoir et inventer une alternative. Je ne dis pas que c'est facile. J'entends le discours du ministre de l'Intérieur et qui vise les passeurs et il a raison. Oui, il y a des gens qui font trafic d'êtres humains, qui s'enrichissent sur la misère humaine et qu'il faut sévèrement réprimer. Mais une fois que l'on a dit cela, ça ne suffit pas. Parce que ce qui se passe à Calais, c'est à la fois un échec européen, c'est un échec britannique et c'est un échec français. Et donc, si on ne se met pas autour de la table pour trouver des solutions alternatives, on ne va pas s'en sortir. Et ça va recommencer. Et dans la soirée, Emmanuel Macron et Boris Johnson se sont parlé. Ils ont appelé à un sursaut international contre le trafic migratoire. La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière, a dit le président français. Le Premier ministre britannique s'est dit choqué, révolté et profondément attristé. Il avait convoqué une réunion de crise dans l'après-midi. Des migrants encore, souvenez-vous, c'était la semaine dernière, la fin d'un rêve pour plus de 400 Irakiens. Un vol affrété par Bagdad les avait ramenés dans leur pays alors qu'ils étaient bloqués à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne en quête d'une vie meilleure en Europe. Notre correspondante en Irak, Lucille Wasserman, a retrouvé l'un d'eux. Des visages épuisés, sans sourire. Dans le premier vol de rapatriement d'Irakiens organisé depuis Minsk la semaine dernière, on pouvait lire les rêves brisés de ces migrants sur leurs visages. Wissam faisait partie de ces rapatriés. Le retour a été dur pour ce jeune Irakien qui a vendu la quasi-totalité de ses biens pour tenter de passer en Pologne sans succès. Il part aujourd'hui demander un prêt aux autorités pour relever la tête. Apparemment, le Premier ministre va allouer de l'argent via le ministère de l'Immigration. Ils vont faciliter l'obtention de prêts pour ceux qui sont revenus. Arrivés au ministère, nous ne serons plus autorisés à filmer. Nous retrouvons Wissam après son entretien. Sa demande a été déposée, il faut désormais patienter. J'espère bien que le gouvernement va trouver une solution. C'est à cause d'eux que les gens partent. Pourquoi on fuit à votre avis ? Parce qu'on voit la situation dans le pays et on se dit qu'il n'y a aucun espoir, aucun futur ici. Wissam a passé près de 2 mois à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, dans des conditions extrêmes. Puis il a perdu espoir et a rebroussé chemin. Il fallait supporter le froid, la faim, la soif. Je pensais vraiment que j'y arriverais, mais j'ai essayé plusieurs fois de passer la frontière et ça n'a jamais marché. Au total, 431 Irakiens sont rentrés dans le pays la semaine dernière, mais des milliers d'autres sont toujours en Biélorussie. La plupart gardent espoir de passer dans les pays de l'Union européenne et d'échapper à la crise économique et aux diverses instabilités en Irak. Aux États-Unis, après 11 heures de délibéré, le verdict est tombé dans le procès du meurtre du jogger afro-américain Ahmaud Arbery. Et il est unanime, les 3 hommes blancs ont été reconnus coupables. Le président américain a salué la décision, mais il reste beaucoup de travail, a-t-il dit, sur le chemin de l'égalité raciale. Les explications de Mathieu Mabin à Washington. Il aura fallu donc un peu plus de 11 heures au jury, 11 heures de délibération réparties sur 2 journées complètes pour parvenir à un verdict. Le tribunal de Brunswick en Géorgie s'est donc prononcé coupable, coupable et coupable. Les 3 hommes poursuivis pour le meurtre du jeune Ahmaud Arbery ont tous 3 été reconnus coupables à différents degrés. 9 chefs d'inculpation ont été scrupuleusement étudiés par les 12 membres de ce jury populaire de Géorgie. Travis McMichael, que vous venez de nommer, a été reconnu coupable de 9 chefs d'inculpation sur 9. Il était l'auteur du coup de feu qui a coûté la vie au jeune afro-américain. Gregory McMichael, son père, a quant à lui été reconnu coupable de 8 chefs d'inculpation sur 9. Et quant au dernier homme à comparaître, un voisin qui s'était joint à la traque et qui avait même filmé la scène, lui aussi a été reconnu coupable de meurtre dans 7 chefs d'inculpation sur 9. Rappelons que la participation même techniquement inactive à un homicide est jugée avec une sévérité presque équivalente par la loi de Géorgie, ce qui explique ces sanctions. Le verdict était aussi attendu que redouté, vous l'avez dit,
Et à la différence de ce qui se passe en Europe, les procès ici aux États-Unis sont souvent filmés. Et on a donc pu mesurer le soulagement éprouvé par le juge Timothy Wamsley à l'annonce du verdict. Cette triple culpabilité annonce effectivement que les prochaines nuits seront, à Brunswick seront plus calmes que redoutées et que l'Amérique n'assistera pas à une nouvelle série d'affrontements comme cela a pu être le cas lors de l'affaire George Floyd notamment, on s'en souvient. En Allemagne, alors qu'Angela Merkel s'apprête à tirer sa révérence, le social-démocrate Olaf Scholz a annoncé un accord avec les Verts et les libéraux pour former un gouvernement. L'alliance hétéroclite va devoir, dans un premier temps, gérer la crise sanitaire, mais son principal défi, ce sera la lutte contre le réchauffement climatique. En la matière, les objectifs de Berlin sont ambitieux, notamment la sortie du charbon dès 2030. Romain Michelot. Ils forment la coalition dite Feu tricolore. Une référence aux couleurs de leurs partis politiques respectifs. Mais au menu du mandat d'Olaf Scholz, futur chancelier, beaucoup de verts pour une politique climatique ambitieuse. Principal défi, la sortie du charbon dès 2030, 8 ans plus tôt que l'objectif de sa prédécesseur Angela Merkel. Avec ambition et persévérance, nous ferons de notre pays un pionnier dans la protection du climat. Avec la progression conséquente des énergies renouvelables, avec une accélération sur la loi de planification climatique, nous soutiendrons l'industrie pour passer à une production neutre en carbone. Pour atteindre ces objectifs, l'Allemagne compte sur les énergies renouvelables. Le pays produit déjà presque la moitié de son électricité grâce aux énergies vertes. Objectif 80% d'ici 2030. Un chiffre colossal qui passe par l'investissement. Au programme, plus de panneaux solaires, d'éoliennes et moins de centrales à charbon qui seront toutes démantelées dans les prochaines années. Des engagements et un symbole politique. La création d'un super ministère de l'économie et du climat, en plus du ministère de l'Environnement, qui devraient tous deux revenir aux écologistes. Sur le front du Covid, les cas augmentent fortement en France. Un conseil de défense sanitaire s'est tenu ce mercredi. Les mesures décidées seront présentées ce jeudi. Au programme, accélération de la vaccination et renforcement du pass sanitaire. Écoutez le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le constat est sans appel. Notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, le fameux R, qui est estimé aujourd'hui à 1,6. Hier, plus de 30 000 cas positifs ont été relevés, un nombre comparable à celui observé au plus haut de la 4e vague. Le taux d'incidence nationale s'élève à 191 pour 100 000 habitants et devrait dépasser les 200 d'ici demain ou après-demain. À la une de l'actualité également, situation toujours explosive dans les Antilles. En Martinique, l'appel des syndicats à lever les barrages n'a pas été entendu. La nuit dernière, une nouvelle fois, des pompiers et des policiers ont été visés par des tirs. Et en Guadeloupe, les blocages se poursuivent. Résultat, beaucoup de désordre et une pénurie d'essence. Les explications de Manon Bougan. Les conducteurs ont bien tenté leur chance, mais ici, il n'y a déjà plus d'essence. On essaie de zoner pour en trouver, mais non, c'est peine perdue. Les stations peinent à être approvisionnées. Quand il reste du carburant dans les réservoirs, comme ici, la distribution est rationnée, pas plus de 20 litres par véhicule. En Guadeloupe, acheminer de l'essence ou des denrées alimentaires est devenu presque impossible avec ces barrages qui paralysent l'île. Dans cette supérette, les étalages ne restent pas longtemps achalandés. Aujourd'hui, on fait des courses un peu rapidement parce qu'on a peur de pas être réapprovisionné. Un conflit social dans l'impasse aux Antilles. En Guadeloupe comme en Martinique, la détermination des manifestants ne semble pas faiblir. Alors que sur cette île, l'intersyndicale avait appelé à la levée des barrages, ces murailles de fortune n'ont pas bougé. Ceux qui tiennent ces positions ne sont pas forcément syndiqués. C'est le peuple qui prend la décision de relever tous les barrages, de bloquer toute la Martinique. Nous n'accepterons plus vos ultimatums de levée de barrages, c'est terminé. Les appels au calme lancés par l'exécutif n'y ont rien fait. Le face-à-face entre manifestants et forces de l'ordre a été tendu dans ce quartier de Fort-de-France. Sur cette autre vidéo, on entend une nouvelle fois des tirs.
Les policiers et les gendarmes auraient été visés. Beaucoup d'habitants sont écœurés. Il y a des voitures brûlées, on ne peut pas passer. Ça fait 2 jours que ça dure. Il y a des blessés. Alors là, je ne peux pas être content. Sur l'île, 7 policiers et 5 gendarmes ont été légèrement blessés. Ils n'ont pas été hospitalisés. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue. Restez avec nous sur France 24.